passe la parole donc à Fabrice sur effectivement faire face aux enjeux de changement dans l'entreprise. Merci Wendell. Effectivement, Fabrice Landois de l'APEC Bretagne. Notre métier, alors nous, c'est plutôt de la population des cadres, mais le diagnostic sur l'environnement que l'on fait va impacter l'ensemble des salariés des entreprises et des entreprises. Ce dont je vais vous parler, c'est issu de deux études que vous retrouverez sur notre site dont je vous ai mis l'adresse en bas, corporate.apec.fr, qui est notre site sur lequel nous mettons l'intégralité des études que nous faisons, vu que nous sommes observatoire de l'emploi des cadres. Les deux transitions qui vont bousculer les entreprises dans les années à venir, et qui ont déjà commencé, ça va être la transition numérique et la transition écologique. Transition numérique qui, on en parle depuis quelques années, mais est bousculée par tous les domaines de l'intelligence artificielle. Et puis la transition écologique pour des raisons à la fois de raisons, de bonnes raisons, et principalement dans l'industrie agroalimentaire, où les entreprises se sont emparées de ces sujets-là, avec des sujets d'économie d'énergie, de réutilisation des eaux usées, enfin tout un tas de sujets qui sont très importants et impactants pour les métiers de demain dans l'agroalimentaire. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques éléments statistiques sur la vision des cadres sur ces transitions. Si tu veux bien passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc une étude sortie en novembre 2023 où on avait demandé par rapport aux deux transitions intelligence artificielle et écologie, savoir comment les cadres se positionnaient. Alors, ce qui est intéressant pour la première, sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que les cadres pensent, si c'est une opportunité ou au contraire une menace? Et on constate que sur l'ensemble des cadres, 29% pensent que c'est une opportunité. Et puis, quand ils ont mis les doigts dedans, quand ils ont testé, quand on leur a montré ce que c'était, ils passaient à 48% à penser que c'était une opportunité. D'où le rôle important dans ces transitions, le rôle important de l'entreprise d'informer l'ensemble des salariés sur ce qui se passe, sur quels sont ces nouveaux outils, quelles sont ces nouvelles technologies qui arrivent et sur lesquelles les entreprises, pas les entreprises, mais les salariés vont pouvoir se positionner. Et ce dont on va parler tout au long de ce webinaire, parce que comment voulez-vous qu'un salarié puisse se positionner sur quelque chose et une projection sur son projet professionnel s'il ne sait pas ce qui va se passer ou s'il n'a pas les données pour pouvoir prendre des décisions. Et deuxième élément concernant la transition écologique, plus de 64% des cadres interrogés trouvent que la transition écologique aura forcément un impact sur leur métier. On commence à parler, nous, de métiers verdissants, d'emplois cadres verdissants, où quel va être le rôle dans les métiers, dans les missions de demain de chaque poste, qui va amener à améliorer toute cette transition écologique. Je vous laisserai le texte, vous aurez le support, je suppose, plus tard, donc vous aurez plus de détails sur la partie à lire. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, vous comprenez bien que dans une transition, il y a un acte principal qui est la formation. Si il y a un changement, s'il y a une évolution, je dois forcément acquérir des compétences, vu que sur le marché de l'emploi, la seule valeur marchande, c'est échange rémunération contre compétences. Donc, je dois acquérir de nouvelles compétences si je veux continuer à avoir une existence sur ce marché de l'emploi. Et en parlant de projets, alors là on est sur la population cadre, mais en parlant de projets, simplement 10% des cadres interrogés, alors ça on l'avait fait en octobre 2023, cette étude, simplement 10% des cadres interrogés avaient un projet concret de reconversion, contre 21% qui avaient une simple idée de projet de reconversion. Mais ce qui veut dire qu'on a quand même un tiers de la population des cadres qui envisagent, réfléchissent à se reconvertir. Et se reconvertir comment? On va se reconvertir par l'acquisition de nouvelles compétences, parce que par contre, ils sont totalement conscients qu'ils ne pourront passer par la reconversion avec l'acquisition de nouvelles compétences. Si on globalise, si on ne parle plus que de la population des cadres, une étude que l'on avait sortie en 2023, début 2023, présentait que
30% des cadres se formaient régulièrement contre 7% des ouvriers et des employés. Ça, c'est important de le dire parce que dans vos entreprises agroalimentaires, le temps d'encadrement, il n'est pas très, très, très élevé de par votre convention collective. Et donc, ces populations vont devoir pouvoir se former pour pouvoir envisager et appréhender les évolutions qui vont arriver dans leur métier. Et pour ça, il y a un dispositif dans l'entreprise que vous avez, alors suivant votre taille, il est obligatoire, ça s'appelle la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels, mais pour les plus petites entreprises, c'est pas obligatoire, mais c'est souhaité. Et un autre outil qui, lui, est indispensable pour toutes les entreprises et obligatoire pour toutes les entreprises, si tu peux, Jean-Bernard, passer à la diapo suivante. Merci. C'est l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, c'est vraiment l'outil qui permet de l'échange d'informations avec le salarié et l'entreprise pour pouvoir envisager l'avenir. Comme Wendell le présentait, il y a un moment, il vaut mieux gérer que subir. Avoir des salariés qui vous quittent sans que vous ayez été informé, sans que vous ayez une information préalable qu'il réfléchissait ou elle réfléchissait à une mobilité interne ou externe ou qu'il y avait un projet de reconversion qui était sous-jacent. Il y a cet entretien qui est prévu pour ça, pour pouvoir anticiper les souhaits du salarié en évolution professionnelle et pour pouvoir informer le salarié sur ce que l'entreprise envisage en termes de changement, évolution, organisation et tout ce qui peut se passer. Et puis cet entretien est aussi, on en parlera juste après, mais le moment d'informer le salarié sur les différents dispositifs qui existent. Il y en a trois principaux dont on parlera, dont la personne en charge de faire passer l'entretien a l'obligation d'informer le salarié que le salarié peut faire une VAE, bénéficie d'un CPF et puis peut aller voir un opérateur du CEP pour se faire accompagner dans sa réflexion. Donc, entretien professionnel est vraiment, moi qui interviens beaucoup en entreprise sur la mise en place de cet outil où on a un atelier sur lequel vous pouvez vous inscrire tous les mois. Il est fait en web atelier. C'est manager avec l'entretien professionnel pour en faire un véritable outil de management. N'hésitez pas à vous inscrire en allant sur le site APEC.fr, mais c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir anticiper les mobilités des salariés. Un salarié qui n'est pas heureux dans son poste et qui commence à chercher peut, à un moment ou à un autre, l'évoquer lors d'un entretien pro. Il y a des éléments qui nous donnent des signes qu'un salarié n'est plus forcément intéressé par son environnement professionnel, par ses missions, et quand il commence à demander à vouloir faire autre chose ou avoir une augmentation, mais sans avoir de raison spécifique pour le demander, et ainsi de suite. On a des indicateurs qui nous permettent de pouvoir entamer une conversation avec le salarié et comprendre ce qu'il envisage. Diapo suivante, s'il te plaît, Jean-Bernard. Alors, juste pour rappel, les trois étapes principales, c'est pour donner le sens. Je ne vais pas vous faire une explication de comment fonctionne l'entretien pro, mais simplement vous donner le sens. Une première étape qui est une synthèse du parcours professionnel pour savoir quels sont les acquis du salarié, qui il est, ce qu'il a fait, ses expériences, où on en est dans sa formation, et ainsi de suite. Mais la deuxième étape, et la plus importante, c'est celle qui donne le sens. C'est quels sont les axes de développement de l'entreprise. Donc, par rapport aux transitions, donc on a évoqué tout à l'heure, par rapport à un marché, concurrentiel ou pas, par rapport à tout un tas d'événements qui vont impacter l'entreprise et c'est à ce moment-là qu'on doit informer le salarié sur quelles sont les perspectives d'évolution de l'entreprise et donc pour que le salarié derrière puisse se positionner en disant « Ah oui, moi dans ce jeu que vous me proposez, j'ai envie de jouer tel rôle. » Et pour faire ce rôle, on passe à l'étape 3 qui est l'échange autour des conditions de mise en œuvre de son projet pro. Si le salarié veut jouer un rôle dans le projet de l'entreprise, comment on va l'accompagner pour le fidéliser, pour le garder et pouvoir lui faire acquérir les compétences nécessaires pour être utile à l'entreprise et utile pour lui. Diapo suivante, s'il te plaît.
Et donc, pour synthétiser cet entretien pro, quelques éléments importants, ça fait partie de nos missions de service public de l'APEC de les rappeler à tout, mais l'entretien professionnel est obligatoire pour toutes les entreprises, même un auto-entrepreneur qui recrute son premier salarié, il doit faire des entretiens professionnels. Il n'y a pas de taille pour faire les entretiens pro. Il y a des tailles après pour les pénalités qui pourraient arriver, mais pour l'entretien pro, c'est obligatoire pour tout le monde. Tous les salariés sont concernés avant la deuxième année, c'est-à-dire vous avez l'obligation d'informer un salarié dès l'embauche que dans les 2 ans à venir, il va avoir un entretien professionnel. Il serait intéressant de pouvoir faire un entretien pro, moi c'est ce que je conseille à mes clients, de le faire à la fin de validation de période d'essai et de dire voilà vers quoi on va tendre dans les 2 ans à venir. Périodicité tous les 2 ans, sauf accord défini de branche ou d'entreprise. Un support écrit, ça aussi c'est primordial. Un support écrit en 2 exemplaires, dont un original est donné aux salariés en main propre. Ou alors, si c'est en version numérique, un accès à la plateforme sur laquelle sont hébergés les entretiens pro pour que le salarié puisse aller le consulter quand il le veut, voire même l'imprimer. Attention, quelques cas d'école obligatoires. Il y a une périodicité tous les 2 ans, mais la périodicité change si le salarié a une longue absence, pour diverses raisons qui sont évoquées dans les textes, dont une longue maladie, un congé sans solde de longue durée, un congé paternité-maternité, enfin tout un tas de sujets qui sont évoqués. Et à ce moment-là, il y a obligation de rompre le cycle habituel des 2 ans et de reprendre à partir de la date de rentrée du salarié. Voire même, le salarié, depuis 2019, peut demander à faire son entretien pro avant son retour dans l'entreprise. Parce que vous imaginez, par exemple, je prends l'exemple d'une maman qui vient d'avoir son premier enfant. Et bien, cette maman, elle verra sûrement sa relation au travail différemment. Et elle aura peut-être envie d'aménager son travail, peut-être de changer d'emploi, peut-être voilà, tout un tas de choses, et ben on doit l'anticiper. Et c'est là que, dans cet entretien, je le disais tout à l'heure, il y a une obligation d'informer le salarié sur le CEP, le CPF et la VAE. Ce qui veut dire que les managers qui font passer ces entretiens professionnels doivent être eux-mêmes informés sur ces 3 dispositifs pour pouvoir le faire auprès de leurs collaborateurs. Donc, dans ces cas-là, sachez que l'APEC, mais d'autres partenaires aussi le font, mais nous, on intervient en présentiel pour faire en 1 heure une présentation de l'usage, le contexte légal et les obligations de l'entreprise et du manager sur l'entretien professionnel. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Pour finir, un bilan à 6 ans est obligatoire, faire tous les 2 ans un entretien professionnel, et au bout de 6 ans, on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 6 ans, avec 2 éléments clés dans ce bilan. Un premier élément de vérifier que le salarié a bien eu 3 entretiens professionnels dans les 6 ans, 3 minimum. Certaines entreprises ont décidé de le faire tous les ans, par exemple. Ce qui est quand même une valeur ajoutée par rapport au marché de l'emploi. Quand vous avez une entreprise qui est capable de dire « nous, on pilote votre évolution professionnelle tous les ans avec l'entretien pro », par rapport à une entreprise qui le fait tous les 2 ans, voire moins, il y a un avantage concurrentiel. Et puis, deuxième point de vérification, qui est l'objectif de ça et qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est que chaque salarié ait eu au moins une action de formation dans les 6 ans et acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience. Voilà, voilà l'objectif de cet élément. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'outil indispensable qui peut permettre d'anticiper les souhaits de mobilité professionnelle d'un salarié, et de l'accompagner pour essayer de le fidéliser et de le garder. Et on verra des dispositifs qui vont derrière permettre effectivement de faire évoluer un salarié, voire même se reconvertir, mais rester quand même dans l'entreprise. Je rappelle des petites choses qui ne sont pas forcément connues de tous ou en première intention de tout le monde. Qui peut contrôler si vous faites les entretiens professionnels ou pas? Il y a votre CSE, vos partenaires sociaux, la DRETS, normal, mais il y a aussi le Conseil des prud'hommes. Et ça, je le rappelle parce que pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui normalement ne sont pas assujetties aux pénalités si elles ne font pas les entretiens au bon rythme ou s'il n'y a pas de résultat au bout des 6 ans, et ben, si vous allez au prud'homme avec un de vos salariés, que vous êtes une entreprise de moins
moins de 50 salariés, les prud'hommes vous condamneront certainement parce qu'ils vont vous demander si vous avez fait les 6 entretiens dans les 3 entretiens dans les 6 dernières années. Pourquoi? Parce que si un salarié n'a pas eu de formation au cours des 6 dernières années, il va se retrouver, si vous êtes au prud'homme, en général, il va se retrouver sur le marché de l'emploi, il va aller voir nos collègues de Pôle emploi, de France Travail, pardon, et c'est mettre quelqu'un sur le marché qui n'a pas eu les moyens de pouvoir être employable aujourd'hui. Il y a un arrêté qui s'appelle perte de chance, faute de formation. Voilà, et il y a des entreprises qui sont condamnées pour ce motif-là, parce que même si elles avaient moins de 50 salariés, elles sont condamnées parce qu'elles mettent sur le marché quelqu'un qui n'a pas été formé tout au long de sa vie. Voilà le bilan de cet entretien, et je crois que la diapo suivante, ce n'est plus moi, je crois que c'est... que c'est. C'est moi. Et ben voilà, je passe la main J'avais le micro coupé. à France Travail. Ça va mettre. Hop. Voilà. Donc effectivement, je prends la suite. Donc Frédéric Faure, donc je travaille au sein de la direction régionale de France Travail Bretagne, donc ex-Pôle emploi. Donc je suis chargé de la conception d'offres de services, et dans ce cadre, en fait, j'anime le réseau des psychologues du travail des différentes agences France Travail en Bretagne. Et donc, moi, je vais aborder, en fait, le lien qu'on peut faire entre la reconversion professionnelle et l'attractivité. Un lien qui peut paraître, effectivement, a priori paradoxal. Et je vais commencer par... je vais partir de choses que vous connaissez parfaitement, hein, c'est-à-dire les défis auxquels vos entreprises dans le domaine de l'industrie agroalimentaire font face par rapport au recrutement, donc en lien au recrutement. Donc une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, des besoins saisonniers et fluctuants, des conditions de travail exigeantes et un manque d'attractivité du secteur, sachant que les deux derniers éléments finalement sont évidemment intimement liés. Et donc l'idée par rapport à mon intervention, donc c'est de réfléchir dans ce contexte, en quoi la reconversion professionnelle peut être un levier d'attractivité. Alors on va passer à la slide suivante. Et ce que je vous propose, voilà, c'est finalement d'aborder la reconversion professionnelle comme levier d'attractivité sous deux angles différents. Un premier angle qui sera finalement l'angle de l'entrée dans l'entreprise, dans vos entreprises, qui est l'ouverture finalement, l'ouverture en termes de recrutement à des candidats au parcours atypique. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis un second angle qui, lui, est plutôt l'angle de la sortie de l'entreprise, qui est pourquoi, comment accompagner des reconversions en reconversion professionnelle, finalement, des salariés qui ont été fragilisés sur leur poste au sein de votre entreprise. Alors, on va tout de suite passer à la slide suivante et aborder donc le premier angle, qui est l'ouverture de recrutement à des candidats au parcours atypique. Alors, je vous ai mis une définition de ce qu'on appelle un profil atypique. C'est une définition qui est issue donc d'une étude prospective de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et qui définit donc un profil atypique comme toute personne n'ayant pas suivi le parcours classique qui mène à un poste ou un domaine d'activité bien défini, et que l'entreprise n'est par conséquent pas habituée à embaucher. Donc l'idée, c'est ce sur quoi je voudrais vous amener, c'est que finalement, on a l'habitude, les recruteurs de manière générale, préfèrent bien évidemment avoir recruté des candidats qui ont déjà exercé l'activité professionnelle sur laquelle on souhaite qu'ils travaillent. C'est souvent un gage d'efficacité à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, un candidat qui a déjà exercé l'activité professionnelle
peut considérer qu'il sera plus rapidement opérationnel, qu'il va s'intégrer plus facilement, et donc le retour sur investissement, entre guillemets, va être plus rapide. Ceci dit, c'est pas si simple que ça. Il y a une analyse, enfin une étude scientifique, c'est une méta-analyse qui date un petit peu maintenant, mais qui date de 2018, c'est pas si vieux que ça, qui a démontré qu'en fait, l'expérience professionnelle acquise chez un candidat à l'occasion d'un parcours d'un processus de recrutement, cette expérience, lorsqu'elle est analysée uniquement, basiquement, en termes de nombre d'années d'expérience sur un métier particulier, eh bien, en réalité, n'est absolument pas un bon prédicteur de la performance future du candidat sur son poste, même si ce poste est en lien avec l'expérience recherchée. C'est pas si simple que ça. Un candidat qui a l'expérience professionnelle requise ne sera pas forcément un candidat efficace sur le poste de travail. Alors, vous vous en doutez, évidemment, c'est lié également à tout un tas d'autres facteurs. Il y a quelques chiffres aussi qui me semblent intéressants. C'est par exemple 67% des salariés occupent aujourd'hui un poste différent de leur expérience antérieure. Ce sont des pourcentages que je trouve assez intéressants, assez éclairants. Et 83% des salariés occupent un poste différent de leur formation antérieure. Tout ça pour dire que se baser uniquement se baser essentiellement sur l'expérience professionnelle lorsque l'on recrute n'est plus forcément quelque chose de tout à fait pertinent. Et on a plutôt intérêt, et parfois d'ailleurs on y est contraint, et vous y êtes sans doute déjà contraint, à embaucher des personnes qui ont un parcours, un profil atypique, donc qui n'ont pas exercé sur le métier sur lequel vous recrutez, et donc des candidats qui sont, et on revient au sujet central, qui sont en reconversion professionnelle. Euh, alors, et finalement, ce type de recrutement, je pense, de plus en plus va devenir la norme. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont de plus en plus diversifiés, sont de moins en moins linéaires. Donc aujourd'hui, finalement, l'expérience professionnelle va être de moins en moins un critère pertinent pour recruter. Et ce qui veut dire qu'il va falloir donc envisager des reconversions professionnelles très fréquentes. Et donc, ce qui veut dire forcément régulièrement former les salariés. Alors, soit former préalablement à l'embauche, il y a des dispositifs chez France Travail qui permettent de le faire, ou former dans l'entreprise que sur le poste de travail. Alors, pour attirer ces candidats au profil atypique, eh bien, il y a une question d'attractivité, puisque, par exemple, la façon dont est rédigée l'offre d'emploi peut plus ou moins attirer des candidats au profil atypique. Un exemple très simple, c'est si vous employez des termes particulièrement techniques dans une offre d'emploi, eh bien, il y a de fortes chances que les profils atypiques, c'est-à-dire qui ne connaissent pas précisément le métier sur lequel vous recrutez, vont d'eux-mêmes s'auto-éliminer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas postuler à cette offre d'emploi se disant que de toute manière, comme ça a l'air trop technique, ils ne connaissent pas, donc ils ne vont pas prendre le risque d'être éliminés, et donc ils vont s'auto-limiter, et donc ne vont pas postuler. Donc finalement, vous limitez vous limitez vos chances de recruter un candidat qui, au final, fera tout à fait l'affaire. Donc, il y a une question d'attractivité à travers la rédaction de l'offre d'emploi et à travers les critères de recrutement qui sont également souvent indiqués sur l'offre d'emploi, et notamment le nombre d'années d'expérience. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont à réinterroger finalement dans le processus de recrutement.
au niveau du sourcing, au niveau des critères de sélection, au niveau de la manière dont on rencontre les candidats, au niveau de la manière dont on les sélectionne. Je vous ai mis un exemple là de campagne de communication pour le recrutement de chez Picard qui, on voit bien, sont totalement déconnectés de l'expérience professionnelle. Ils recherchent des candidats, là c'est plutôt basé évidemment sur des soft skills, ils recherchent des candidats qui sont audacieux, qui sont passionnés, qui se touchent à tout. Et là, il n'est plus du tout question d'expérience professionnelle. Donc, ça veut dire que Picard, effectivement, va plus facilement recruter des candidats qui sont en reconversion professionnelle, ce qui nécessite bien entendu derrière un effort de formation. Alors on va passer à la slide suivante. C'est finalement l'autre aspect du lien que je fais entre reconversion et attractivité. Et c'est quelque chose qui a déjà été abordé un peu plus tôt. C'est finalement l'idée que lorsque vous êtes confronté à des salariés de votre entreprise qui visiblement sont fragilisés sur leur poste parce qu'usure professionnelle, parce que lassitude, parce que souhait d'évolution. Il y a différents signes qui peuvent évidemment laisser penser qu'on est dans ce type de situation, de l'absentéisme, une baisse de la productivité, enfin toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Bah, l'idée, c'est de se dire effectivement, plutôt que, comme ça a été dit précédemment, de subir finalement une personne qui soit tombe malade et tombe se trouve dans l'incapacité au final d'exercer son poste, ou soit quitte l'entreprise sans que finalement vous ayez pu intervenir. Et ben, l'idée, c'est de gérer le plus tôt possible et de se dire, bon, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à accompagner cette personne dans sa reconversion professionnelle, sachant que, évidemment, à court terme, c'est pénalisant, bien entendu, puisque va être obligé de sortir la personne de son poste alors même qu'on a des difficultés à recruter. Donc, à court terme, bien entendu, c'est pénalisant, mais à long terme, l'idée, c'est que ça va avoir un impact, ça a souvent un impact très, très positif en termes d'attractivité, puisqu'en fait, cette personne que vous aurez accompagnée dans sa reconversion professionnelle, et là je pense évidemment essentiellement à des reconversions externes vers l'extérieur, vous allez donc avoir soigné ce qu'on appelle l'offboarding, c'est-à-dire que l'accompagnement des personnes qui sortent de votre entreprise. Elle va garder une bonne image de votre entreprise et à travers ça, elle va diffuser dans son réseau, alors ça peut être sur les réseaux sociaux ou peu importe, une bonne image de l'entreprise. Ça va vous permettre finalement de mieux maîtriser votre marque employeur, aussi bien en interne, puisque finalement les autres salariés verront comment ça se passe dans ce type de situation et donc seront eux-mêmes rassurés que si un jour ils se trouvent dans ce type de situation, eh bien, leur cas sera traité d'une manière correcte et satisfaisante pour tout le monde. Et en externe, eh bien, effectivement, forcément, ça va se savoir. Vous savez, aujourd'hui, tout se sait. Hein, et ça va se savoir que votre entreprise, finalement, accompagne ses salariés, aussi bien en interne qu'en externe, de façon satisfaisante. Donc, ça va permettre à moyen long terme d'améliorer la productivité, puisqu'en fait, vous aurez des personnes qui seront, enfin, vous aurez placé sur d'autres postes, vous aurez sorti de votre entreprise des personnes qui sont moins productives. Ça va améliorer votre image, votre attractivité sur le marché. Et ça va augmenter aussi les possibilités de ce qu'on appelle les recrutements boomerang, c'est-à-dire des personnes qui sortent et qui finalement, à un moment donné, reviennent dans l'entreprise pour une raison ou pour une autre. Alors que si les personnes, bien évidemment, quittent votre entreprise
en mauvais termes, dans une situation qui n'est pas favorable pour elles, eh bien, au contraire, on n'a plus la possibilité de les recruter et en plus, elles vont sans doute diffuser une image sans doute négative de votre entreprise à l'extérieur. Donc il y a vraiment un enjeu d'attractivité très fort, il me semble, à soigner les reconversions professionnelles externes et à soigner donc ce qu'on pourrait appeler également l'offboarding d'une manière, enfin, dans tous les cas de figure, que ce soit dans le cadre d'une reconversion ou autre. Voilà donc les deux points que je voulais aborder et j'en ai fini pour ma partie. Merci Frédéric. On va passer la main à Emmanuel, je pense, pour Oui. revenir sur ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Soyer, je suis responsable du conseil en évolution professionnelle Avenir Actif délivré sur la Bretagne. Mais là, je vais me faire le porte-parole aussi de l'ensemble des opérateurs, parce qu'on est 5 à assurer le service sur la région, selon, je dirais, le statut des personnes accompagnées. Donc, je vais pouvoir vous présenter. Oui, si tu peux passer, merci. Le CEP, donc, c'est une mission de service public qui est inscrit dans la loi. Depuis 2014 et le groupement Avenir Actif assure ce service-là depuis, c'est la 5e année cette année. Donc, c'est un service public gratuit, accessible à tous, quel que soit le statut, tout au long de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'un alternant, par exemple, peut déjà accéder à ce service lorsqu'il rentre dans la vie active jusqu'à la fin de sa retraite. Et donc, c'est un service public gratuit, confidentiel, dans le sens où il est destiné aux salariés, à l'actif au sens large, il est confidentiel dans le sens où le conseiller va pas pouvoir divulguer, bien sûr, des éléments de synthèse, etc., puisque c'est complètement à la main de la personne. Il est neutre dans le sens où on est un service, je dirais, déconnecté de l'entreprise, à la différence de certaines entreprises qui peuvent avoir des espaces mobilité ou des conseillers mobilité en interne, mais plus vraiment dans une logique d'accompagnement des parcours internes. Nous, on travaille en complémentarité avec ces services-là, s'ils existent, et en complémentarité aussi, bien sûr, avec la stratégie RH, mais de manière neutre et extérieure à l'entreprise. Mais je vais pouvoir vous expliquer comment on peut travailler justement en complémentarité et d'avoir des intérêts à travailler ensemble. De proximité dans le sens où on a des sites qui sont vraiment au plus près des besoins, des lieux d'habitation et des lieux de travail des salariés. Et puis personnalisé dans le sens où le service, il s'adapte tout le temps à la demande du bénéficiaire. Et donc, il est complètement à la carte, etc. Et donc, effectivement, le CEP, il est à l'initiative du salarié, mais ça peut vraiment être une ressource utile pour le développement des compétences des collaborateurs et de manière plus globale, qui peut être inclus dans la stratégie RH d'une entreprise. Et donc là, je vous ai juste mis l'adresse mon-cep.org, qui est l'adresse du site internet national où sont répertoriés tous les opérateurs et selon le lieu d'habitation, on peut trouver très rapidement, en fonction du statut et du lieu, qui peut m'accompagner dans cette démarche. Donc, je vais, si tu peux avancer juste sur le slide suivant. Merci. Donc, vous voyez ici les 5 opérateurs. Donc, l'APEC qui assure le service pour les cadres sur la région. France Travail pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et puis, Avenir Actif intervient pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Ils peuvent également intervenir pour des contractuels qui travaillent dans la fonction publique et puis pour d'autres publics, des publics qui alternent des périodes de travail. Je pense aux saisonniers, par exemple, les intermittents du spectacle, les intérimaires, etc. On peut tout à fait les accompagner dans leur démarche. Mais dès lors qu'ils sont
complètement demandeurs d'emploi, c'est plutôt France Travail. Et donc, vous avez ici le numéro vert, Cap Emploi, mais qui va venir juste après moi, mais en direction des salariés, on travaille vraiment en collaboration ensemble. Et donc, Cap Emploi intervient pour les salariés spécifiquement qui rencontrent des problématiques de santé, qui est le frein principal à leur évolution professionnelle. Donc, dès lors que la problématique de santé doit être prise en compte, c'est plutôt Cap Emploi qu'il faut aller voir plutôt que Avenir Actif. Et puis, des missions locales qui s'occupent des salariés des moins de 26 ans. Voilà. Enfin, salariés de Merci, leur Emmanuel. J'ai loupé une petite note qui m'était destinée à voir s'il fallait supprimer ou pas ce slide. Je suis pas là, pardon, je suis passé à côté. Mais c'était bien de rappeler en tout cas qui sont les acteurs. Ah, tout à fait. Voilà. Ouais. Très bien. C'est pas grave. Il y avait une autre version, mais voilà. Juste vous préciser, avant qu'on vienne sur la reconversion, les usages du service qui sont assez larges, hein, puisqu'il y a effectivement le changement. On peut accompagner un salarié dans un projet de changement de métier ou de secteur, dans un projet de création d'entreprise. Mais on peut, surtout, je vais axer sur l'intérêt pour une entreprise, on peut accompagner un salarié qui souhaite se former, notamment en interne, pour pouvoir bien identifier les compétences qu'il a besoin de développer, particulièrement dans un projet, par exemple, d'évolution interne. Donc, en analysant ses compétences et celles à acquérir, pour également trouver des financements, les financements mobilisables, et puis préparer de l'argumentation pour du financement. Et bien cibler, bien sûr, la formation, l'offre de formation la plus adaptée au regard de son besoin. Pour tous les projets d'évolution interne dans mon entreprise, le CEP peut vraiment, en articulation avec l'entretien professionnel, notamment, mais pas que, je dirais tous les temps d'échange, etc., un salarié peut venir nous voir pour travailler sur ce projet d'évolution et, par exemple, analyser de manière plus fine les compétences à acquérir, analyser, pouvoir cheminer aussi par rapport à les impacts dans sa vie personnelle, vie professionnelle. Je dirais que le CEP, ça permet dans ce type de contexte de voir plus clair un peu sur les opportunités qui peuvent se présenter en interne et de l'aide au choix par rapport à ces opportunités et de permettre aux salariés de bien maturer le projet. Et donc, la personne peut venir d'elle-même parce qu'elle se pose des questions, qu'elle voit qu'effectivement, son poste peut être impacté, par exemple, à moyen long terme, etc. Ou peut être aussi proposé par son manager ou le RH pour pouvoir effectivement cheminer dans ce projet et revenir avec des idées beaucoup plus précises et concrètes, puisque les conseillers sont des experts aussi dans tous les dispositifs existants et peuvent donner l'information utile par rapport à un projet, alors qu'un service, une entreprise n'a pas toujours, je dirais, les ressources en interne pour pouvoir avoir les bonnes réponses adaptées à chaque salarié. Mais je vais y revenir. Donc, plus globalement, on peut aussi donc, apporter de l'information sur les perspectives qui peuvent y avoir au niveau des opportunités, des évolutions des métiers, mais également au niveau territorial, voilà, des opportunités. Ça permet vraiment pour nous, le CEP, de prendre du recul sur une situation professionnelle, d'avoir un regard extérieur par rapport à un projet. Ça peut également contribuer au dialogue professionnel, c'est-à-dire qu'on rencontre aussi des salariés qui peuvent effectivement peut-être avoir un projet parce qu'ils sont en situation d'usure professionnelle ou ils sont démotivés par rapport à leur métier. Et on peut travailler avec eux sur analyser qu'est-ce qui effectivement pose problème ou questionne par rapport à leur situation professionnelle et de pouvoir prendre du recul sur sa situation par un regard extérieur à l'entreprise. Et donc de cheminer par rapport à ce projet-là et de revenir avec des idées plus claires pour échanger avec son manager. Je vais pouvoir leur préciser, mais avec l'entretien pro, on peut tout à fait aider un salarié à préparer son entretien professionnel en amont des entretiens pour pouvoir bien exposer ses souhaits en termes d'évolution. Et puis en aval d'un entretien pro, bien sûr, pour pouvoir, je dirais, mettre en place le plan d'action
potentiels ou les différents scénarios possibles du projet qui a pu être évoqué avec un manager, par exemple. Voilà pour les éléments un petit peu clés de l'offre de service du CEP. Et donc, il y a plusieurs étapes possibles. Et tout ça, c'est à la carte. Et c'est essentiellement composé, je dirais qu'il y a un premier prise de contact. Là, c'est le numéro vert. Donc, on vous a donné les éléments. Le conseil personnalisé, donc c'est un entretien conseil où on va vraiment faire un diagnostic de la situation, du projet, donner un premier niveau de service. Et ensuite, le niveau 2, qui est vraiment l'accompagnement, où là, on va accompagner le salarié dans la définition du projet, donc qui est constitué d'entretiens individuels, d'ateliers en ligne, de ressources en ligne et de mise en situation. On peut aussi proposer à un salarié de faire des PMSMP où il peut tester un métier sur un poste de travail, par exemple. Et puis, on travaille bien sûr jamais seul. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on travaille avec les acteurs de la formation, avec les acteurs du financement de la formation, des acteurs de la création d'entreprise, la santé, le social, etc. Et donc, on peut mettre aussi en relation avec des acteurs pertinents selon les besoins. Je peux juste passer à la slide suivante. Par rapport, je zoome juste spécifiquement sur les projets d'évolution interne. Pour nous, l'intérêt pour une entreprise de parler du CEP à ses salariés, c'est aussi de permettre d'ouvrir la porte, entre guillemets, pour permettre à des salariés d'avoir une vision plus précise de leurs souhaits, de leur volonté d'évoluer en interne et ainsi de pouvoir les fidéliser. Et donc, permettre à des salariés de pouvoir aussi se questionner sur leurs souhaits d'évolution sur du moyen et du long terme. C'est permettre aussi à des salariés de rester dans l'entreprise de manière motivée, engagée, parce qu'il y a une connexion entre le projet individuel et le projet de l'entreprise et de l'évolution des compétences et des métiers à moyen-long terme également. Ça permet également pour l'entreprise de repérer des talents, puisqu'on peut avoir des salariés qui vont pouvoir travailler sur leurs compétences, être plus au clair sur aussi leur souhait de développement des compétences, leur souhait de se positionner sur des postes en interne auxquels la RH n'aura pas forcément pensé, par exemple, ou à la fois le salarié peut se questionner sur ses capacités à accéder à tel ou tel poste en interne. Et la RH également peut avoir des questionnements. Donc, le CEP peut nourrir cette réflexion en apportant aux salariés une analyse au regard de ses compétences de la faisabilité d'accéder à tel et tel, d'évoluer sur tel et tel poste. Ça peut effectivement, comme je disais, analyser les compétences, analyser de manière précise les compétences à acquérir au regard du projet. Cibler l'offre de formation la plus adaptée au regard des besoins et sécuriser les besoins de financement. Et donc, préparer l'argumentation. Et Wendal vous expliquera tout à l'heure comment on travaille avec Transition Pro, mais c'est le Avenir Actif, qui est les conseillers en évolution professionnelle, qui prépare les dossiers, l'alimentation de tous les dossiers pour demander des financements. Et puis, bien sûr, on peut aussi permettre d'accompagner l'intégration sur un nouveau poste de travail pour sécuriser cette transition. Puis, bon, pour le salarié, je pense que j'ai déjà bien expliqué, ça permet de clarifier, d'être au clair sur ses aspirations, ses besoins, d'être aussi, de favoriser le dialogue, c'est-à-dire que parfois, il peut y avoir aussi des relations qui peuvent être moins fluides. Le CEP va pouvoir aussi permettre de présenter et d'accompagner le salarié à bien exprimer ses besoins, ses attentes et à favoriser le dialogue professionnel employeur-salarié. Et puis, bien sûr, les conseillers en évolution professionnelle sont des experts et donc ils maîtrisent bien à la fois la méthode pour valider, élaborer un projet et également pour associer toutes les ressources pertinentes et pouvoir sécuriser un projet de manière très professionnelle et de pouvoir travailler avec les acteurs adaptés.
Donc, pour le salarié, c'est vraiment sécurisant, mais bénéfice secondaire pour l'entreprise, c'est sécurisant également. Tu peux juste passer. Alors là, ça va être un petit peu, je vais juste repréciser des éléments. Du point de vue technique, hein, vraiment, on peut aussi aider un salarié à bien cibler l'entreprise, l'offre de formation, à identifier, à l'aider à ouvrir son CPF. On peut travailler effectivement auprès des salariés qui peuvent être en situation d'usure professionnelle, où vous détectez un certain nombre de signaux qui risquent d'aller vers une rupture de contrat, etc. Ça peut être en anticipation utile d'aller voir un CEP. Et il y a un certain nombre de personnes qui viennent vers nous parce qu'ils veulent quitter l'entreprise et qui, en fait, après tout le cheminement et la réflexion qu'ils ont eue avec nous, se rendent compte qu'en fait, l'herbe n'est peut-être pas aussi verte à l'extérieur et reviennent vers l'entreprise avec des propositions, avec des idées plus claires sur leurs besoins et peut-être des opportunités d'évolution en interne pour retrouver un équilibre de vie professionnelle choisi. Et puis, on accompagne également, je dirais, surtout avec l'allongement des carrières, les fins de carrière et comment prévenir l'usure professionnelle des salariés seniors, notamment, en écoutant aussi, je dirais, leurs souhaits et leurs volontés et en faisant dialoguer, je dirais, les besoins individuels et les besoins de l'entreprise. Et puis, bien sûr, tous les projets de développement des compétences. Le CEP, ça peut être aussi un levier intéressant lorsque vous êtes confronté à des salariés qui peuvent avoir des arrêts répétés ou vous voyez qu'effectivement, il y a une difficulté et de manière confidentielle, vous pouvez tout à fait leur suggérer d'aller voir un conseiller pour pouvoir échanger sur des problématiques plus personnelles ou professionnelles, etc. Faire appel à un tiers de confiance neutre extérieur à l'entreprise, ça peut être facilitant aussi pour sortir de situations un peu complexes ou tendues qui peuvent se jouer à l'œuvre entre un salarié, des collègues, des managers, etc. Et puis, bien sûr, en anticipation, ça peut être utile lorsque vous savez qu'il y a des risques sur l'emploi de certains postes de travail. Et donc, on peut tout à fait imaginer je dirais, rencontrer des salariés qui peuvent se questionner par rapport à des potentiels risques ou changements de métier dans lequel ils ne vont pas s'y retrouver, par exemple, avec des automatisations de lignes, enfin, etc. Et puis également, les fins de CDD, les fins période d'intérim, le CEP, tant qu'ils sont en statut, peuvent vraiment être intéressants en anticipation. Je pense que j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Alors oui, vous avez ici c'est juste une petite carte, mais c'est que Avenir Actif. Il n'y a pas toutes les agences Pôle emploi, bien sûr. Mais pour vous dire qu'il y a des agences au plus près de tous les lieux d'habitation et de travail des salariés de vos entreprises. Merci, Manuel. On va passer la parole à Antoine, Cap Emploi. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, Antoine Giquel, moi, je suis psychologue du travail. Je suis référent sur les questions du conseil en évolution professionnelle pour Cap Emploi sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Alors, aujourd'hui, mon intervention englobe plus que l'Ille-et-Vilaine, hein. Bien entendu, je me fais aussi le porte-parole de mes collègues du 22, du 29 et du 56. Moi, si vous voulez, effectivement, je vais vous repréciser des éléments qu'on a déjà abordés plus tôt, mais un petit peu à ma sauce, hein, on va dire Cap Emploi. Donc effectivement, par rapport à un levier de prévention sur les risques d'inaptitude et d'usure professionnelle, donc, comme ça a été abordé plus tôt dans ce webinaire, effectivement, on sait très bien que occuper n'importe quelle activité professionnelle suppose l'exposition à des risques, quels qu'ils soient. L'objectif étant bien entendu de les maîtriser et de limiter effectivement l'exposition et l'impact que ça peut avoir sur la santé des salariés, mais on sait très bien entendu que tous les risques ne sont pas maîtrisables et que l'activité sur le long terme peut effectivement avoir un impact et fragiliser l'état de santé de certains salariés.
Bon, je peux vous parler de troubles musculo-squelettiques, hein, bien entendu. Hein. Je peux vous parler aujourd'hui, on en entend beaucoup parler de risques psychosociaux. Enfin voilà, on sait hein, de toute façon aujourd'hui que l'état de santé des salariés devient de plus en plus préoccupant et effectivement sur les questions du CEP, on peut être amené à rencontrer des personnes, des salariés qui sont en arrêt de travail, qui sont en activité mais avec une situation de mal-être au travail, quelque chose qui n'est pas forcément verbalisé, qui n'est pas forcément communiqué vis-à-vis de l'employeur. Donc l'enjeu pour nous, si vous voulez, ça va être effectivement d'accueillir aussi quelque part ce mal-être, cette verbalisation et donner du sens quelque part auprès des salariés pour, comme disait Emmanuel déjà, la prise de recul en fait, finalement sur leur situation et un petit peu quelque part je dirais, accompagner les salariés en fait aussi dans la bonne verbalisation, hein, de finalement mettre des mots justes aussi sur ce qu'ils peuvent ressentir, sachant que c'est pas toujours le cas, hein. Certains arrivent justement en nous donnant une première information assez brute et quand on commence à creuser un petit peu, finalement, le discours commence à changer et on arrive sur d'autres, je dirais d'autres modalités. Donc bien entendu, par rapport au risque d'inaptitude, hein, on sait très bien que l'inaptitude, c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Ce qui me permet, moi, de remettre aussi le rôle de la médecine du travail et des services de prévention et de santé au travail. Ne pas hésiter, hein, voilà, si vous rencontrez ou vous avez l'impression que certains salariés voilà, sont moins investis, sont peut-être un petit peu plus détachés, désengagés. Ne pas hésiter aussi voilà, à vous questionner hein, vis-à-vis des services de santé au travail, à alerter votre médecin du travail pour voilà, peut-être provoquer une rencontre, en parler à nouveau avec quelqu'un d'autre, parce qu'on sait très bien voilà, que ce genre de situation entre employeurs, salariés, ça peut être pas évident. Certains salariés peuvent mal le prendre, mal l'interpréter. Donc voilà, c'est toujours ne pourquoi pas mobiliser voilà, des ressources extérieures qui sont là aussi pour vous accompagner. Euh, pour aller plus loin, justement, éviter en fait d'en arriver hein, dans des situations d'inaptitude au travail. Pour vous donner un exemple très concret, hein, les médecines du travail aussi s'adaptent hein, à ces sujets, hein, puisque sur les dernières lois santé-travail, aujourd'hui, vous allez avoir une visite de mi-carrière, déjà, qui va être mis en place. Donc l'objectif de cette visite de mi-carrière, ce sera justement au regard médical de se poser la question, hein, de savoir est-ce que le salarié, jusqu'à, comme disait Emmanuel aussi, sur le prolongement des carrières jusqu'à la retraite, est-ce que on peut se projeter aussi sur le regard médical sur le maintien sur ce poste actuel? Est-ce qu'il est peut-être aussi peut-être pertinent de commencer à engager une réflexion, de voir d'autres postes, d'autres possibilités? En tout cas, engager cette réflexion. Heu, Bien entendu, hein, au-delà des médecines du travail, vous avez aujourd'hui, le réseau aussi médico-social, hein. Aujourd'hui, un salarié qui va être en arrêt, de, plus de, 2-3 mois, risque d'être déjà contacté aussi par la CPM, la CARSAT, par le biais d'un service social pour, faire le point, voilà, sur la situation, mettre en place des actions, le tout n'est pas de laisser finalement les personnes et les salariés dans des situations d'incertitude, parce que c'est ce que c'est, hein, ce genre de situation. C'est une incertitude à la fois pour le salarié, mais aussi pour les entreprises. On ne sait pas vraiment effectivement ce qui se passe. Quand on est sur des éléments de santé, évidemment l'employeur ne sait pas tout, ne connaît pas tout, n'a pas forcément de vision, on va dire, sur le moyen long terme. Donc c'est ne pas hésiter, voilà, à solliciter des acteurs. Donc effectivement, ça peut être le CEP, ça peut être Avenir Actif, ça peut être Cap Emploi, ça peut être la médecine du travail à nouveau, pour vous faire accompagner et être en capacité de proposer des choses, aux salariés. On est toujours dans de la proposition, hein, de toute façon. C'est de la proposition, ce n'est pas une obligation, pour justement à la fois soulever du coup
peut-être mettre en place des leviers auprès des salariés. Et comme disait très justement, là encore Emmanuel sur sa slide précédente, partir du principe que les bénéfices que pourront avoir un salarié dans cette démarche pourra de toute façon par écho et par extension avoir des bénéfices pour l'employeur et pour l'entreprise, puisque ça permet voilà, peut-être de, je dirais, éviter dans la mesure du possible des situations de rupture entre le salarié et l'entreprise, et en même temps, quelque part, soulager aussi quelque part des situations de rupture et faire en sorte de trouver des leviers et je dirais, des solutions hein, pour éviter que des situations se perdurent dans le temps pendant très très longtemps et que finalement, là encore, qui est-ce qui peut être gagnant dans ce genre de situation? Ni le salarié vraiment, ni l'entreprise non plus. Donc voilà, je pense avoir été droit au but sur cette question-là. Merci. Merci Antoine. On va conclure pour la dernière partie, si ça va changer. Voilà. Avec la focus sur les outils côté transition pro. Vas-y, Wendell. Merci Antoine, merci Jean-Bernard. Donc on l'a vu, hein, donc la reconversion et l'accompagnement à la mobilité, ça peut être un enjeu pour l'entreprise, effectivement, pour adapter les compétences dans le cadre d'une gestion des compétences. Ça peut être aussi, et donc limiter les risques de désengagement qui coûtent cher à l'entreprise. Ça peut être aussi une manière de faire de vos salariés vos ambassadeurs, qu'ils restent dans l'entreprise ou qu'ils sortent de l'entreprise et qui va par ailleurs faciliter effectivement vos recrutements. Ça peut être aussi un levier pour limiter l'impact des problématiques de santé, à la fois pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. Et si vous vous retrouvez dans ces enjeux-là, effectivement, donc là-dessus, n'hésitez pas à avoir recours à un CEP. Donc, les CEP, on les voit souvent comme les interlocuteurs pour les salariés, mais c'est aussi important pour l'entreprise. Sur le comment, finalement, je vais aller très vite parce que finalement, le comment, c'est justement par le biais d'un conseiller en évolution professionnelle que vous allez vous retrouver dans les solutions que je vais proposer. Grosso modo, il y a plusieurs manières de se reconvertir, mais là, ici, on va parler de deux dispositifs, le démission reconversion et le projet de transition professionnelle. Le démission reconversion, ça permet aux salariés de démissionner en touchant, donc en lui permettant de percevoir donc l'allocation retour à l'emploi ou celle pour la création d'entreprise. Donc ça permet de changer de métier finalement en démissionnant, de sécuriser son parcours grâce à ces indemnités, et ça peut effectivement être dans le cadre d'une reprise ou d'une création. Le projet de transition professionnelle, c'est un peu différent. Donc là, on va se former avant de changer de métier. Et donc là, le projet de transition professionnelle permet effectivement de maintenir le salaire du collaborateur durant sa formation, de financer la formation, et ça peut permettre aussi donc des mobilités internes dans le cadre de changements de métier au sein de l'entreprise. Bien entendu, donc là, dans ce cadre-là, l'entreprise est mise à contribution. Pour continuer sur le PTP, qui est le dispositif le plus sécurisant, sur la slide suivante, donc élément important pour vous, c'est-à-dire que le salarié qui se lance dans une démarche, de toute façon, vous préviendra 4 mois à l'avance en vous faisant une demande d'autorisation d'absence. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, beaucoup de questions autour de ça, je vous renverrai vers le slide. Est-ce que je peux refuser? Pas forcément. Est-ce qu'on peut décaler? Oui, on peut motiver, etc. Mais là aussi, les CEP sont là pour répondre à ces questions-là. Donc ça, c'était sur la slide suivante, Jean-Bernard. Et on va directement, au-delà de l'autorisation d'absence, sur la slide encore d'après. Donc la slide d'après, sur si le dossier est accepté. Alors, si le dossier est accepté, c'est-à-dire qu'on juge pour accepter un dossier de la qualité et de la cohérence du projet, et ensuite on a des règles de priorité qui visent effectivement, parce qu'on est en budget contraint, donc il peut y avoir de bons dossiers, ça arrive de temps en temps, mais qui ne sont pas dans les dossiers prioritaires, et des dossiers plus prioritaires et bien faits aussi auraient été acceptés avant, et donc voilà. Mais dans tous les cas, si le dossier est accepté, donc l'employeur continue à rémunérer son salarié durant son absence, et Transition Pro rembourse donc l'employeur du salaire. Et Transition Pro finance le coût pédagogique. Cas particulier en ce qui concerne l'usure professionnelle. Alors, l'usure professionnelle, sur la slide suivante, on va parler de 9 critères particuliers. Donc,
les activités en milieu hyperbare, c'est assez rare. Par contre, le travail en équipe successive alternante, ça, dans le domaine agroalimentaire, c'est quelque chose qui existe assez régulièrement. Alors, les températures extrêmes, ça peut être le chaud, ça peut être aussi, effectivement, dans le domaine frigorifique, et donc là aussi, vous pouvez être concerné. Le travail répétitif, le travail de nuit, le bruit. Donc ça, c'est les 6 premières. Et ensuite, on a les vibrations mécaniques, le port de charge et les postures pénibles. On distingue 2 dispositifs, mais ici, je vais aller très vite. Si vos collaborateurs sont confrontés à un de ces 9 facteurs d'usure professionnelle, nous sommes en capacité de mobiliser finalement des financements supplémentaires qui peuvent faciliter l'accès à la reconversion et sécuriser le parcours de vos collaborateurs. Donc ça, c'est un élément important aussi dans le cadre de l'agroalimentaire parce que peut y avoir des facteurs particuliers. Donc, si vos collaborateurs répondent à un de ces 9 critères-là, il y a des solutions qui permettent effectivement de mieux financer, de mieux les accompagner et de sécuriser leur parcours. Mais ça, n'hésitez pas à prendre contact avec un des CEP, donc, qui, dans leur rôle d'entreprise, peuvent aussi vous apporter des réponses sur ces questions-là. Moi, j'en ai fini. Je vous remercie tous d'avoir contribué à ce webinaire et Jean-Bernard, je te laisse le mot de la fin. Merci, Wendal. Pardon, je dois terminer le partage. Merci beaucoup. On s'est permis d'enregistrer. Merci, Wendal, pour le rappel, parce que je n'avais pas lancé l'enregistrement. On a enregistré ce contenu parce qu'il est complet, parce qu'on l'espère, il répond à vos interrogations et on espère qu'il pourra être réutilisé par les entreprises qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui en direct. Si vous, là, qui êtes encore présents, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Mais en tout cas, sachez que voilà, on avait une belle mobilisation des parties prenantes de toutes ces structures, acteurs de la conversion. Donc, ils sont à votre disposition. Je vais vous transmettre de toute façon le support. N'hésitez pas à les contacter et à passer par moi au besoin si jamais vous n'avez pas les coordonnées. Et puis, on gardera de toute façon une proximité, notamment avec Transition Pro, pour voir les évolutions de dispositifs ou autres dans les mois ou années qui viennent. On continuera à suivre ce sujet du côté de l'AE pour les salariés et les entreprises agroalimentaires autonomes. Un grand merci à tous et à tous pour votre mobilisation. Merci à vous qui avez participé, suivi jusqu'au bout, et au plaisir d'échanger à nouveau prochainement sur un nouveau sujet.